Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 L'Actu. Tout de suite, les titres de ce mercredi 18 juin. Le 11 juin 1944, un bombardier de la Royal Air Force s'écrasait à Elancourt. 70 ans plus tard, une plaque commémorative a été dévoilée à l'occasion du 18 juin, jour de l'appel du général de Gaulle. À Elancourt, les propositions de la municipalité en vue de l'application des rythmes scolaires à la rentrée de septembre ne séduisent pas une partie des enseignants et des parents d'élèves. Certains manifesteront ce jeudi devant la mairie. En plateau, Déborah Sec, professeure des écoles, Laetitia Gendron, parents d'élèves, viendront dans quelques instants nous exposer leur point de vue. Il n'y a pas encore de déserts médicaux dans les Yvelines, mais la situation est critique, notamment dans certaines zones géographiques. Quel bilan tirer? Quelles solutions apporter? Le point de vue de professionnels de la santé, c'est le dossier du jour. Mais nous démarrons tout de suite cette édition avec un hommage pour le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. La ville d'Elancourt rendait hommage ce 18 juin aux aviateurs britanniques morts pour la liberté le 11 juin 1944 et commémorait l'appel du général de Gaulle, Anthony Reich, Patrick Jacques de Dixmude. Nous sommes le 10 juin 1944, peu après 23 heures. Un Avro Lancaster s'envole de Binbrook en Angleterre pour une mission de bombardement sur la gare de triage d'Acher. Les 7 membres d'équipage, 2 Australiens, 3 Britanniques et 2 Canadiens, ont entre 21 et 28 ans. Après avoir atteint leur objectif vers 1 heure du matin, ces soldats du 460e escadron se font intercepter par la chasse de nuit allemande et sont abattus au-dessus du lieu-dit Le Boulot-Pelé, aujourd'hui localisé au parc des Coudrais. 70 ans après cet acte de bravoure, leur mémoire est honorée sous le regard ému de leur famille. Toute ma vie, j'ai vu des photos de John. Donc très tôt, j'ai toujours su qui il était. C'était un si joli garçon. Ces défenseurs de la liberté reposent tous au cimetière de Viroflay. S'ils ont péri dans la nuit élancourtoise, ils sont devenus des frères d'armes exemplaires pour les pilotes britanniques. C'est un tel sacrifice, ils se sont sacrifiés à cet endroit et c'est trop souvent décrit de façon légère pour prendre conscience de l'ampleur de leur geste. Nous leur sommes tellement redevables. En cette journée du 18 juin, la commune a également rendu hommage au général de Gaulle. Il y a 70 ans, il appelait à la poursuite des combats aux côtés des Alliés, à la résistance et redonnait espoir à cette France battue par l'Allemagne nazie. Les communes avaient jusqu'au 6 juin pour présenter leur projet de réforme scolaire, faute de quoi c'est la direction académique qui reprenait le dossier en main. À Elancourt, le maire UMP Jean-Michel Fourgousse a été à l'initiative d'une pétition pour demander le report de cette réforme des rythmes scolaires, argumentant notamment qu'elle coûtait trop cher à mettre en place. Et je rappelle que dans cette commune, il y a 3100 écoliers. Et en novembre 2013, il y a d'ailleurs eu une motion qui a été votée en conseil municipal pour demander l'abrogation de la réforme et l'ouverture de concertation. Alors justement, est-ce qu'il y a une concertation dans cette commune? Visiblement pas. Et pour en parler ce soir avec nous, une enseignante, Déborah Sec, bonsoir. Vous êtes enseignante à l'école Alain Cavalier. Oui. Et puis une parent d'élèves, ou parente d'élèves, je ne sais pas comment on dit. Parent d'élèves. Voilà, Laetitia Gendron, également de l'école Alain Cavalier. Alors sur cette réforme des rythmes scolaires, est-ce qu'il y a d'abord eu une concertation à Elancourt? Alors oui et non. Il y a 2 ans, lorsqu'on nous a annoncé la réforme, c'est vrai que M. Fourgousse avait décidé de faire des groupes de travail. On s'était concertés, parents, enseignants, et on était arrivé à une formule qui faisait à peu près consensus, c'est-à-dire 8h30 midi, 13h45, 15h45, avec ensuite la mise en place de TAP, temps d'activité périscolaire, à partir de 15h45. Ensuite, on n'avait plus de nouvelles de la mairie, on relançait. C'était abonné absent. Parce qu'entre-temps, il était devenu chef de file du boycott, voilà, effectivement. Chef de file d'une opposition qui ne voulait plus mettre en place la réforme. Et finalement, cette réforme, elle va devoir s'appliquer à la rentrée de septembre. Et le choix qu'a fait la ville, en tout cas, ne semble pas vraiment vous convenir. Hein. C'est 8h45 le matin, fin de la classe à 16h30, avec une pause méridienne très élargie entre 11h30 et 14h. D'abord, qu'est-ce que vous reprochez à ces horaires? Alors déjà, on dit que le pic d'attention, c'est le matin, d'où le mercredi matin rajouté. Et on nous enlève 15 minutes par jour d'enseignement. Alors 15 minutes, ça paraît rien du tout, mais sur une année scolaire, ça fait 6 jours. Donc c'est un peu dommage de raccourcir le moment où les enfants ont le plus d'attention
Ensuite, 2h30 de pause méridienne, c'est énorme. Déjà 2 heures dans notre école où il n'y a pas de préau, les enfants sont dans le froid, donc c'est problématique. Et puis finalement, finir à 16h30, ça n'a pas du tout raccourci la journée de nos élèves. Alors, il y a d'autres communes qui ont choisi de faire des pauses méridiennes élargies. Je pense notamment à la commune de Guyancourt, en estimant que finalement, le midi, les enfants avaient quand même besoin de repos et du coup de pouvoir faire des activités pour s'aérer l'esprit, si je peux résumer. Oui, mais enfin, 2 heures d'activité, c'est déjà pas mal. Laetitia Gendron, alors vous, en tant que maman. Alors, en tant que maman, il y a un autre problème qui se pose, c'est l'aspect financier, mine de rien, puisque ce quart d'heure a été appelé par M. Fourgousse un temps d'accueil périscolaire et non un temps d'activité périscolaire. Ça va être de la simple garderie et du coup qui va être à la charge des familles. Donc, la plupart des familles ne travaillant pas juste à un quart d'heure de leur travail, 90% des familles vont devoir déposer leurs enfants avant 8h45 et donc ils vont avoir une facture. Donc pour vous, c'est un non-sens, quoi. C'est un non-sens. Et puis effectivement, le midi, qu'on parle de l'attention des enfants en maternelle ou en élémentaire, on voit bien que 2 heures de pause pour faire déjeuner tous les enfants, c'est nécessaire, mais c'est déjà très long. En maternelle, ils ont des temps d'attente qui sont très très longs. Donc la reconcentration à 14h paraît très difficile, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Alors vous voudriez quoi idéalement? Idéalement, vous êtes enseignant, vous voudriez quoi comme... Idéalement, on voudrait commencer à 8h30, continuer jusqu'à midi, parce qu'on se rend compte qu'à 11h30, les enfants sont encore tout à fait disponibles dans les apprentissages. Donc finir à midi, reprendre à 13h45, ça fait à peu près 1h45 de pause méridienne. Donc on peut, même les grosses écoles comme la nôtre, peuvent manger en 2-3 services sans aucun souci. Faire classe jusqu'à 15h45 et ensuite faire l'étape. 45 minutes pour faire des activités construites, que ce soit avec les animateurs ou avec les enseignants, ça paraît plus raisonnable et plus envisageable que faire 30 minutes comme ça dans la précipitation où on sait que les enfants en réalité vont avoir quoi, 15-20 minutes d'activité. On parlera dans quelques instants justement de l'aménagement des temps périscolaires, puisque le maire d'Élancourt, Jean-Michel Fourgousse, a évoqué une possibilité lundi, et visiblement c'était une découverte pour beaucoup d'enseignants de la commune. Et je reviens sur les horaires. Je vous propose justement d'écouter le maire UMP d'Élancourt sur cette question des horaires. Mais c'est un grand débat parce que arrêter l'école plus tôt, genre 15h30 ou 15h45, vous êtes en plein pic de vigilance, puisque vous avez 2 pics de vigilance, 10-11h le matin et 15h-15h30 l'après-midi. Donc si vous arrêtez les cours en plein milieu du pic de vigilance, non, ce n'est pas conforme au rythme scolaire. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins aller à 16h ou à 16h30. Donc c'est pour ça que nous, on disait, on met les TAP dans la pause du déjeuner, pause méridienne. Voilà, on prend un quart d'heure le matin et on réglait le problème. Donc ça ne change rien pour les parents. C'était 8h30, 16h30. Donc les enseignants disent, bon, est-ce qu'on pourrait peut-être que ça se termine plus tôt on va discuter, on va regarder, on a discuté avec eux. Mais on serait peut-être plus d'accord peut-être de remonter un peu vers 16h au lieu de 16h30. Mais à condition qu'il y ait des profs qui s'impliquent pour la demi-heure, par exemple, à continuer ou à faire cours ou avoir des ateliers avec nous. Voilà. Alors, les enseignants qui s'impliquent, ça veut dire qu'effectivement, une partie des temps périscolaires, des activités, les fameux TAP, dont on entend parler partout, pourraient être pris en charge par les enseignants. Est-ce que c'est une solution que vous trouvez intéressante ? D'abord, je voudrais répondre à M. Fourgousse sur les chronobiologistes. Le problème, c'est que ce n'est pas une science exacte. Vous pourriez avoir 10 personnes sur votre plateau, 5 qui vous diraient qu'ils sont d'accord avec lui sur les pics de vigilance à 15h45, 2 qui vous diraient peut-être. Voilà, donc dire ça maintenant. Mais vous êtes enseignante, je constate que les enfants ils sont plus disponibles le matin à 15h30, à partir de 15h30, on sent bien qu'il y a quand même une excitation, une fatigue. Après, quand on veut impliquer les enseignants, peut-être faut les prévenir à l'avance, parce que les avertir lundi soir, lors de la réunion qui était sollicitée par les directeurs et pas par M. Fourgousse, et les mettre un peu sur le fait accompli, on compte sur vous pour l'organisation, c'est un petit peu embêtant. Est-ce qu'on s'impliquerait ? Oui pour certains collègues, non pour d'autres, je ne peux pas répondre pour tout le monde. Sur une demi-heure, ça me paraît complètement déraisonnable parce qu'on ne ferait pas quelque chose de qualité. Sur 45 minutes, je pense qu'il y aurait peut-être
plus de collègues qui seraient d'accord. Et malgré tout, il y a quand même une petite polémique qui est en train de naître sur la formation des animateurs, dont on sent que c'est un peu compliqué pour les villes de recruter ces fameux animateurs, qui soient correctement formés. Donc on peut dire, je ne sais pas, quand on est parent d'élèves, on peut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle si les enseignants prennent en charge ces fameux TAP. Je ne suis pas sûre parce qu'on connaît l'importance du travail des enseignants et rajouter une demi-heure, on sait qu'ils ont des préparations à faire, une demi-journée qui va être ajoutée. Sur le midi, on sait très bien qu'il y a des réunions qui s'organisent pour des activités qu'ils font dans les classes. Et moi, je vais parler pour Alain Cavalier. On a des animateurs qui ont l'air assez compétents pour encadrer les enfants. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont des compétences peut-être spécifiques, peut-être du théâtre, peut-être de l'art plastique pour certains. Le problème, c'est que je pense que M. Fourgousse n'est pas allé leur demander. Parce que quand on leur demande, on sait bien qu'ils sont au courant d'absolument rien. On ne leur a même pas demandé leur avis. Donc, alors que je pense qu'il y a certainement un vivier de connaissances et en tout cas de compétences à exploiter chez les animateurs, même d'Élancourt, quelle que soit leur formation. Alors, on va réécouter le maire d'Élancourt, puisqu'on l'a pas vu, comme ça vous pourrez réagir. On lui a posé la question pour qu'il explique pourquoi il souhaite que les enseignants fassent des TAP, qu'elle s'implique dans les TAP. On écoute. On pense, nous, que de démultiplier les animateurs pour quelques heures, de toute façon, c'est un personnel que vous avez du mal à fidéliser, donc en fait, il y a beaucoup de turnover, d'après les communes qui ont déjà signé la première année, c'est un cirque pas possible. Bon. Donc c'est vrai qu'on préférait avoir des référents stables et donc des profs. Donc si les profs peuvent, bien entendu, un certain nombre peuvent s'impliquer dans ces fameuses TAP, enfin ce fameux périscolaire en dehors de l'école, ça nous coûte plus cher, bien sûr, parce que les profs coûtent 2 fois plus cher que l'animateur. Mais cela dit, il nous semble qu'on maîtriserait ce facteur de risque d'avoir autant d'animateurs qui encadrent des enfants. Alors, je voudrais une réaction quand même, c'est intéressant ce que dit Jean-Michel Fourgousse. Il parle de référents stables, donc c'est important d'avoir des référents stables, et aussi il parle de ce phénomène de risque, d'avoir une multiplication des animateurs dans les... Oui, alors c'est vrai que s'il a décidé ça à la dernière minute, c'est sûr qu'il va avoir plus de mal à recruter des animateurs compétents que s'il s'y était prêt 6 mois, 1 an à l'avance. Après, il va falloir gérer auprès des enseignants parce qu'on va avoir la double casquette. L'enseignant qui enseigne en classe et l'étape, c'est du périscolaire. Alors, il va falloir voir comment ça peut se gérer pour les collègues. À voir, puisque comme c'est tout nouveau, on n'a pas le recul pour... Donc vous n'êtes pas contre tout à fait, vous attendez de voir peut-être un peu plus. Mais pour 30 alors minutes, vous en si on est peut-être contre. un peu plus demain, parce qu'au moment même où vous êtes en plateau, là en direct à 18h10, le maire d'Élancourt fait une conférence de presse, et si vous aviez quelque chose à lui dire, alors... Demandez, allez-y. Il ne vous écoute pas parce qu'il est en conférence de presse, mais si je lui demanderais de tenir compte du consensus qui s'était fixé. Toutes les écoles et les parents d'élèves qui avaient répondu au sondage étaient d'accord sur 8h30, midi, 13h45, 15h45. Donc je lui demanderais de respecter l'avis de la plus grande majorité et puis de communiquer davantage avec enseignants et parents d'élèves, parce que les parents d'élèves, à ce jour, n'ont pas reçu de courrier, ne sont pas au courant de ce qui va se passer l'année prochaine. Oui, on n'a pas eu de courrier officiel de la mairie. Et moi, je lui dirais aussi d'utiliser toutes les associations qui sont sur Élancourt et qui sont prêtes. On sait que certaines sont prêtes à aider pour ces fameuses activités périscolaires. Ces fameux TAP. Une manifestation est prévue jeudi soir devant l'hôtel de ville. Un rassemblement. Ah, alors un rassemblement est prévu jeudi soir devant l'hôtel de ville d'Élancourt. Alors c'est pas l'hôtel de ville, c'est au rond-point des Lions. Rond-point des Lions. Qui est proche, qui est pas loin. Est-ce que ce rassemblement est toujours prévu? Oui, tout à fait. On a affiché, donc on espère être nombreux. Et ce combat est politique? Pas du tout. D'accord, parce que vous n'êtes pas syndiqué l'une et Pas du tout. Voilà, c'est important de souligner. D'aucune fédération de parents d'élèves, tout le monde Électron vient. libre. Voilà. Électron libre. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur le plateau Téléfil 78. Et je rappelle qu'un rassemblement se tiendra donc jeudi soir devant ou sur le rond-point des Lions à Élancourt, pas très loin de la mairie. Merci beaucoup. Allez, on change de sujet, on va parler santé. Les déserts médicaux, ce n'est pas seulement réservé aux zones rurales ou à la province. Le département des Yvelines est également concerné. Alors, pour inciter les professionnels de santé à rester dans le département, un colloque séduction était organisé ce mardi à l'initiative de l'URPS. Ce jour-là, Catherine Dorquel, chargée de mission à Manille-les-Hameaux, joue la VRP. Elle est venue à ce colloque à la faculté de médecine de Saint-Quentin en Yvelines en quête d'un médecin généraliste. Cela fait 1 an qu'elle cherche la perle rare. À Manille-les-Hameaux, on a seulement 4 médecins généralistes, dont 2 à mi-temps. Donc effectivement, il y a une forte demande. On a un médecin généraliste qui quitte la commune pour des raisons personnelles
Et on a un local en construction qui sera bientôt terminé d'ici fin décembre, où il y a la possibilité d'installer dans 70 mètres carrés un médecin généraliste, voire deux si on mutualise. Il y a 70 mètres carrés avec un loyer plus que abordable. Un constat dressé également par cette kinésithérapeute installée en zone rurale. On a passé des annonces et on ne trouve personne pour l'instant. Et ça, c'est la plus grosse difficulté, je pense, c'est recruter des personnes pour répondre à la demande de soins, quoi. Beaucoup de jeunes veulent travailler sur Paris même ou dans la proche couronne, mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de Paris, en fait, il faut un véhicule, il y a moins de moyens de transport et donc ça attire moins les jeunes, je pense. On essaye d'être le plus attractif possible. C'est vrai que nous, on va changer de cabinet pour avoir un cabinet aux normes handicapées. Trouver un médecin, même dans les Yvelines, cela peut sembler compliqué, mais comment l'expliquer ? Dans les 4-5 ans qui vont venir, on sait qu'il y a 20% des médecins, notamment médecins généralistes, qui vont partir à la retraite. Et les jeunes ne sont pas encore formés pour les remplacer. Et donc on va avoir 4-5 ans difficiles. Le problème est que le monde libéral n'attire plus les jeunes médecins. Ils savent faire très bien la comparaison entre la sécurité du système public et puis les difficultés actuelles du monde libéral. Et leur choix est tout fait. Donc, il faut leur faciliter leur exercice au quotidien et aussi regarder les rémunérations. Les jeunes générations ont envie d'avoir un certain confort de vie. Quand vous êtes généraliste, vous êtes appelé à toute heure, etc. Donc c'est compliqué de concilier vie privée, vie professionnelle. Et donc les gens se dirigent plus vers des structures de salariat. Le département compte 1700 médecins généralistes. Cela peut sembler satisfaisant, mais les disparités géographiques sont importantes. Et d'autres secteurs sont en sous-effectif, comme la psychiatrie et la gynécologie. Même constat pour la filière paramédicale. Nathalie Kiss est orthophoniste. Pour elle, le frein principal, c'est le manque de locaux. Le premier frein, c'est les locaux. Et qu'à partir du moment où on mettra davantage de locaux à disposition des médicaux et paramédicaux, ça deviendra un facteur facilitant. On ne gagne pas autant qu'un médecin généraliste, donc on est très regardant sur le montant du loyer et on ne peut louer que des petites surfaces. Voilà. Donc pour moi, c'était un gros problème. Le prix des loyers, cela impacte aussi les cabinets de groupe qui deviennent de plus en plus fragiles économiquement. L'Union régionale des professionnels de santé a lancé de son côté une pétition pour les soutenir, une pétition à retrouver en ligne. Allez, toujours dans le domaine de la santé, l'association Externa Médico-Éducatif d'Elancourt vient de fêter ses 30 ans. C'était aujourd'hui même. À cette occasion, enfants, parents et employés ont été invités à une journée festive. Au programme clown, jeux, apéritifs et buffets. L'EME, donc l'Externa, est un centre d'accueil pour jeunes polyhandicapés. La structure fait partie du pôle enfance de l'association APAGE 78. Et à la manière d'une école, elle propose un accompagnement éducatif, mais on y trouve aussi de l'aide médicale et psychologique en lien avec toute la famille. Beaucoup de sollicitations, mais peu de place. L'EME souhaite donc s'agrandir. C'est l'un des projets à venir. On écoute d'ailleurs à ce sujet Birgit Villain, c'est la directrice du pôle enfant de l'APAGE 78. On a comme projet éventuellement de proposer une halte garderie pour les plus jeunes. Ça veut dire accueillir des plus jeunes pendant 1 ou 2 demi-journées par semaine pour soulager les familles. On a aussi le projet, bien sûr pour tout cela il faudra le financement après bien sûr, que des jeunes puissent éventuellement passer une nuit ici, parce que pour certaines familles c'est très lourd, le jeune qui rentre tous les soirs à la maison, ou d'ouvrir aussi aux plus petits. Amnesty International les reçoit en France le temps d'une dizaine de jours. 2 Palestiniens sont venus parler de leurs conditions de vie chez eux dans un village de Cisjordanie. Nous les avions rencontrés à Versailles à l'occasion d'une conférence débat. Un sujet signé Yolène Thorez. Ils ont été invités par la section française d'Amnesty International. 2 Palestiniens se sont arrêtés à Versailles pour parler de leurs conditions de vie chez eux dans le village de Nabi Saleh. Un village situé en Cisjordanie et dont une partie des terres est occupée par des colons israéliens. Aklas Tamimi est la mère de Mustapha, tué en décembre 2011 lors d'une manifestation pacifique. Un soldat de l'État israélien lui aurait jeté une grenade lacrymogène dans le visage. Je suis venue pour porter un message, en France mais aussi dans les pays arabes, pour que ce soldat soit jugé et que tous les enfants palestiniens soient protégés. Nos conditions de vie peuvent s'améliorer si la colonisation cesse et si les Palestiniens peuvent bénéficier de leurs propres droits.
Et parmi ces droits, le droit à l'autodétermination et la mise en place d'un État démocratique. Les deux Palestiniens prennent ensuite la direction de Bruxelles. Ils vont peut-être y rencontrer des parlementaires européens afin d'obtenir des soutiens politiques. Et un sujet culture pour terminer, la Corée, invité d'honneur du château de Versailles. L'artiste coréen Lee Yu-fan expose ses œuvres contemporaines inédites jusqu'au 2 novembre. Des œuvres en extérieur qui s'inspirent des jardins de Le Nôtre. Une rencontre entre l'art et la nature. Aurélia Debussy et Elodie Moine. Monumentale, l'arche métallique du sculpteur Lee Yu-fan, tel un arc-en-ciel, surplombe la grande perspective du château de Versailles. Après les arbres en bronze de l'artiste italien Pennone, pour sa traditionnelle exposition d'art contemporain, le domaine de Versailles accueille cette année les œuvres du coréen Lee Yu-fan. 10 installations méditatives et minimalistes faites de pierres naturelles et d'acier jalonnent les jardins conçus par André Le Nôtre. La pierre représentant la nature et l'acier comme symbole de la société industrialisée. Un parcours qui offre une autre vision des jardins, une autre manière de regarder l'espace qui nous entoure. Sans parler de son histoire, le jardin est si parfait, un peu trop parfait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, j'avais l'impression que André Le Nôtre était en train de me parler et me disait, voilà, je t'offre cet espace si parfait, fais-moi quelque chose de différent et je te regarderai. C'est pour ça que je me suis dit que c'était un lieu idéal pour montrer ce que je pense. Ce n'est pas une idée, une image, ni non plus un objet exposé. En fait, je dialogue avec l'espace donné, et puis j'essaie de trouver une idée qui laisse justement la place à l'espace, qui invite les gens à regarder le ciel, à regarder la nature. Finalement, je vous montre comme l'univers, l'infini dépasse ce perfectionnement. Outre l'Arche de Versailles, les œuvres de Lee Yu-fan sont disposées de façon à faire revivre les recoins des jardins peu fréquentés, à l'instar du bosquet du Dauphin ou encore du bosquet des Étoiles. Le sculpteur rend également hommage à André Le Nôtre avec une tombe installée dans le bosquet des Bains d'Apollon, habituellement fermé au public. Les œuvres de Lee Yu-fan rythmeront le parcours de visite jusqu'au 2 novembre. Voilà, j'espère que l'œuvre de Lee Yu-fan vous aura inspiré. Cette édition est maintenant terminée. Merci de votre attention. Rendez-vous demain à 18h pour le journal en direct. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Kiosque, l'émission culturelle présentée par Aurélia Debussy. Bonne soirée.